Bonjour à tous. Et puis moi aussi, je voulais remercier l'organisatrice et les organisateurs de la journée de m'avoir demandé d'intervenir pour cette belle journée des 10 ans d'hypothèse. Donc moi, je suis Caroline Muller, donc je suis historienne. Je travaille à l'Université Rennes 2 depuis septembre, donc c'est tout nouveau. Et je voulais d'abord dire mon émotion d'être là, parce que moi, je pense que je suis vraiment une enfant de la plateforme. Non, mais je pèse mes mots, hein, c'est pas... je suis... c'est un peu ça. Je vais peut-être remettre ça là, ce sera plus pratique pour moi. Je suis une enfant de la plateforme parce que j'ai ouvert mon blog en 2012. C'était mon premier mois de thèse. Et ce blog, Acquis de conscience, il est toujours là, il est toujours actif. Et il a suivi vraiment tout mon parcours, tout mon développement comme jeune chercheuse, comme enseignante aussi. Tous les balbutiements jusqu'à maintenant, et je crois vraiment que ma recherche n'aurait pas du tout été la même, et mon parcours professionnel aussi n'aurait pas été le même sans hypothèse. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler de toutes ces questions d'opportunités professionnelles, d'identité numérique, on en reparlera si vous voulez, mais j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus subjectif, et répondre vraiment à la question de qu'est-ce que c'est que bloguer, et plutôt disons, le sens de l'écriture ouverte, plutôt que tous ces aspects-là, mais voilà, il fallait quand même en parler. Donc en 2012, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore beaucoup de carnets de doctorat. Il y en avait une trentaine, mais c'était un peu mêlé. Il y avait des carnets d'associations de doctorants. Il n'y avait pas beaucoup de carnets de thèse en tant que tel. Et j'ai un peu l'impression d'avoir connu un temps particulier de la plateforme, un peu les prémices d'une époque. Et j'ai le sentiment d'avoir été un peu portée par un courant d'air qui m'a amenée jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est important de le dire aussi parce que Hypothèse, ça a été ma première maison de recherche quand il y avait encore tout à bâtir. Et voilà, pour tout ça, je voulais juste vous redire mon attachement à ce que vous avez construit, aussi mon admiration, parce que je trouve que c'est assez spectaculaire le développement des choses jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vais vous raconter des choses un peu personnelles, un peu moins de Certeau et de Foucault pour cette fois, je suis désolée, mais si vous voulez beaucoup de Certeau et de Foucault, il y en a plein mon blog, vous pouvez y aller. Donc, quelques fils de cette trajectoire. D'abord, la première chose pour moi, c'est que bloguer, c'est n'être plus jamais seul dans l'écriture. J'ai lancé le carnet en 2012 un peu comme une bouteille à la mer. J'avais mon compte Twitter, très important, très relié au carnet. J'avais envie de discuter de l'aventure de la thèse. Je sortais d'une année de concours monacale et très asséchante. Et j'avais envie d'adresser mon écriture. Et quand on adresse son écriture, même à un lecteur ou une lectrice virtuelle, en fait, on n'est plus jamais seul. Donc ça a été en fait la première chose la première fonction du carnet d'Acquis de conscience, c'était ça. Parce que quand on met en ligne, écrire pour mettre en ligne, ça oblige toujours à penser à un lecteur ou une lectrice virtuelle. Même si au début, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, c'est un lectorat très virtuel, ça change quand même quelque chose dans la manière dont on écrit. L'autre élément, c'est que je sentais que j'étais en train de me spécialiser. Alors moi, je suis spécialiste, en gros, de la direction de conscience, donc c'est des histoires de curés qui paraissent un peu poussiéreuses. Bon, en fait, il y a beaucoup de sexualité dedans, du coup, ça compense un peu. Et non, mais je sais que, par exemple, lorsque les lecteurs et lectrices viennent me voir sur le carnet aussi, c'est ce côté-là. C'est en fait le côté un peu secret, un peu lever le voile, etc. Et donc voilà, j'étais en train de me spécialiser sur un domaine assez précis et je voulais absolument garder la possibilité d'écrire et d'éclaircir les choses pour des gens qui n'étaient pas des spécialistes. Pour plein de raisons, hein, ça tient aussi, il y a des enjeux politiques pour moi, c'est extrêmement important de continuer à ouvrir les portes en fait à des gens qui n'ont pas forcément de prérequis, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas de prérequis avant de lire un peu de science, quoi. En 2012, bloguer, c'était pas du tout évident. J'ai été très soutenue par la petite communauté hypothèse sur Twitter à ce moment-là, mais il y a eu aussi beaucoup d'attaques. Et ça, je le dis parce que c'est important de le préciser quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2012. Moi, en 2012, on me disait est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce que c'est pas de l'orgueil mal placé? Est-ce que c'est pas illégitime? Quand même, une doctorante de première année, t'as autre chose à faire. Et puis tu vas te griller. Et puis, enfin bon, il y a eu 2-3 choses un peu sympas comme ça. Et on me reprochait vraiment de perdre mon temps. Et je voudrais revenir là-dessus parce qu'il me semble quand même que là, il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Et François Bon écrit dans le tiers-livre, il s'agit moins du temps que de la fonction. Et il explique que pour lui, le numérique et les plateformes numériques ont dédoublé les usages de sa vie. Et je crois que le carnet, pour moi, c'est un dédoublement des usages de ma vie de recherche. Et toutes ces fonctions-là, elles se sont un petit peu démultipliées au fil du temps.
Donc, acquis de conscience, au départ, c'était un carnet de doctorat. De doctorat et pas de thèse. Je fais un petit peu la différence parce que le carnet, il a accueilli bien plus que la thèse, en fait. J'ai plutôt coutume de dire que si on veut voir mon véritable itinéraire de recherche, il faut aller sur le carnet plutôt que dans le manuscrit de thèse finale, donc, qui est en ligne, qui est sur HAL, qui date de l'année dernière. Un itinéraire de jeune chercheuse, c'est des enthousiasmes, c'est des joies, mais c'est aussi des peines et des fatigues. Et le carnet a été un espace d'expression de l'aventure, dans ses aspects grisants, mais aussi douloureux. Les premières découvertes, les déclics, le sentiment du surplace, et puis l'angoisse de l'avenir, de l'incertitude, etc. Et je crois que c'est ce qui caractérise un petit peu la ligne éditoriale du carnet. Je me rends compte que j'écris ce que j'aime lire chez les autres. Et ce que j'aime lire chez les autres, c'est les aspérités des parcours, voir comment la personne travaille, comprendre ce qui filtre d'elle-même dans son processus de recherche. En fait, c'est la recherche au filtre de soi. Donc c'est un peu ça que le carnet fait. Alors il y en a bien d'autres qui le font, hein, j'en lis beaucoup. Il y a le carnet de Déborah Dubal que j'aime beaucoup, et puis il y a tout ce qu'on a fait autour de la villa réflexive, le carnet réflexivité, ces enquêtes collectives sur l'infraordinaire de la recherche, ce genre de choses. Donc il y a une dimension de récit de soi qui est à mon avis extrêmement libérateur pour soi mais aussi pour les autres, parce que quand on voit les autres travailler, eh bien, on réfléchit à sa propre expérience et puis ça aide à se rassurer, surtout quand on est doctorant, dans des temps de construction de l'identité, de son identité de recherche. L'autre élément, c'est que pour moi, bloguer, ça a été un moyen de donner voix à tout ce qui n'était pas dans le manuscrit terminé, mais qui pourtant a pétri ma manière de penser. Donc les accidents, le hasard, tout ce qui est réflexion provisoire. Dans Le Mois des Demoiselles, qui est une enquête sur le journal intime au XIXe siècle, Philippe Lejeune, il explique qu'il aime les raisonnements, je cite, avec poutre apparente. Et mon carnet, c'est la charpente de ma thèse, à mon avis. C'est les poutres apparentes de ce qu'il y a en dessous, quoi. Et d'ailleurs, j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce processus, puisqu'en fait, j'ai une série de billets qui sont dans ma thèse, dans mes annexes de thèse. Et d'ailleurs, ça a été commenté lors de ma soutenance. Donc c'est intéressant parce que mon jury n'a pas du tout fait semblant de ne pas voir. Ils en ont parlé. Le blog a été quelque chose de discuté dans la soutenance de thèse l'année dernière. Le blog, c'est aussi l'expérience d'une liberté d'écriture. Vraiment, on peut intégrer toutes les écritures qui parlent des doutes, des étapes, des idées qui naissent, celles qu'on abandonne, des erreurs aussi. On a le droit à l'erreur. C'est quand même fabuleux d'avoir droit à l'erreur quand on construit un processus de recherche. Parce que finalement, on ne voit jamais les erreurs dans les produits finis. Et le blog, c'est un endroit où on peut se tromper, où on peut tâtonner. C'est important. Donc si on fait une sorte de grosse synthèse, on peut dire que là, c'était pour moi la fonction épistémologique et réflexive du carnet. Maintenant, le carnet, il garde la mémoire du chemin parcouru aussi. Il a scandé chaque étape du doctorat. Donc, vous voyez, là, c'est un billet, j'ai commencé à écrire ma thèse. Après, c'est un billet sur les options d'écriture, comment j'ai construit mon manuscrit, avec ses effets de déclic très forts. Après, c'était les cauchemars, le moment où on se met à rêver d'un système général qui expliquerait tout. Puis en fait, on s'en met à rêver la nuit et ça va plus du tout, il est temps de finir. Donc, on commence à finir. Après, on finit. Après, on soutient. Puis à la fin, avec beaucoup de chance, parfois on est recruté. Donc voilà, si vous voulez, le blog, il a accompagné tout ça, toutes ces étapes, une par une, jusqu'à la fin du processus de doctorat. Alors maintenant, ça a un petit peu changé. Il me reste encore 5 minutes. Ça a un petit peu changé puisque le carnet a accompagné aussi des changements de statut. En particulier à partir de 2015, puisqu'en 2015, j'ai été recrutée à Reims, à l'université, comme professeure agrégée, donc avec une grosse charge d'enseignement. Et j'ai commencé à beaucoup enseigner, donc le carnet est devenu aussi un carnet plutôt de pédagogie, de plus en plus, avec des billets sur l'histoire et le numérique, et puis des billets de pédagogie. Et je pense qu'à partir de 2015, le blog est devenu un moyen de prendre part à une conversation, et notamment via la plateforme Twitter. Donc les billets ont commencé à plus devenir des supports de discussion, des retours d'expérience sur des outils, en fait plus de l'eau au moulin d'une discussion collective. Et un peu comme Marianne le disait tout à l'heure, moi j'ai l'impression que le carnet, ça m'aide à prendre part à une conversation plus large, à un bruissement
autour des questions qui animent les chercheurs, les chercheuses. Bon, bah, l'écriture en sciences sociales et humaines, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est nos nouvelles pratiques à l'ère numérique? Et ça aussi, là, je le dis aussi parce que c'est pas qu'enchanté, hein, ce monde de la recherche. Quand on partage des choses un peu méthodo, etc., on devient visible, on devient exposé, et il y a des réactions acides qui se manifestent. Donc, en fait, les 3 dernières années, ça a été aussi l'apprentissage de la gestion des relations avec l'extérieur du blog, qui peut être un peu difficile parfois. Donc, de carnet de doctorat, le carnet est devenu carnet de professeur, carnet de méthodologie. Et puis aujourd'hui, les billets plus méthodologie, ce sont les plus lus du carnet. Donc là, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples. Donc, comment utiliser un bullet journal pour la recherche, du Zotero, Scrivener, enfin, des choses un petit peu plus techniques, de l'ordre presque du tutoriel, en fait. Donc aujourd'hui, je pense que j'écris moins pour me rassurer, pour apprendre à être lu, que pour partager, discuter et puis transmettre. Ça se voit d'ailleurs dans l'organisation générale du carnet, puisque j'ai parié sur le fait que maintenant, les gens qui arrivent sur le carnet, ils sont sur une lecture beaucoup plus thématique que chronologique, ce qui fait que j'ai ajouté sur la page d'accueil du carnet des pistes de lecture, des parcours, en pariant sur le fait que les gens ils viennent chercher des ressources plus que un récit linéaire d'un doctorat. Je voulais aussi vous montrer quelques requêtes qui ont mené sur le blog. C'est toujours intéressant les requêtes parce qu'on voit à quel point il y a un public très très varié qui atterrit sur le carnet. Alors moi je vois 3 choses. Je vois un public qui a des préoccupations très générales, comment exprimer son affection par écrit par exemple, ou que signifie l'ignorance des filles. Alors là je vous ai pas mis les plus trash parce que faut avoir parfois le cœur bien accroché pour lire tout ça. Surtout sur des carnets qui portent sur le genre, les sexualités et la religion, ça donne des mix assez curieux. Bon. Mais je vous montrerai plus tard si vous voulez. Ça vous intéresse. Donc, préoccupation générale, préoccupation professionnelle, beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'un prag, qu'est-ce qu'un recrutement de maître de conf, etc. Et puis aussi des préoccupations plus spécialistes. Donc, vous voyez, agentivité, masculinité, 19e siècle. Bon, ça, typiquement, c'est un chercheur qui a formulé la requête comme ça, ne serait-ce qu'à cause du mot agentivité. Donc, en fait, paradoxalement, le carnet, il est de moins en moins tourné vers la vulgarisation de la recherche, mais beaucoup plus vers les outils de la méthodologie. Et ça me semble intéressant parce que, justement, je crois qu'aujourd'hui, le contexte est plus favorable à la vulgarisation de la recherche au moment où je commence à en faire moins. Plus favorable parce qu'il y a les podcasts, maintenant il y a les vidéos YouTube, il y a les réseaux sociaux, des comptes comme En Direct du Labo, sur Twitter par exemple. Donc il y a de nouvelles habitudes, de nouveaux usages, et puis les doctorants et doctorantes, on leur reproche quand même beaucoup moins de s'approprier les carnets. Il y a beaucoup moins ces espèces de dissuasion massive qui pèsent sur eux. Donc quelque chose s'est passé, je crois que le contexte a changé, aussi du côté de l'open access, avec l'idée que maintenant les savoirs ils doivent circuler, que ce soit à l'intérieur des communautés scientifiques, mais aussi à l'extérieur. Donc quelque chose s'est passé, je crois qu'Hypothèse y a beaucoup contribué, j'espère de mon côté avoir apporté ma petite pierre. Et puis maintenant je regarde la grande maison Hypothèse qui est devenue un quartier, puis qui est devenue une ville avec le développement des carnets. Je reconnais toujours des visages familiers, je continue à aller rendre visite aux voisins numériques, donc par exemple le blog de Marianne que je lis depuis très longtemps, et puis d'autres blogs dont les auteurs sont dans la salle. Et puis j'en découvre souvent aussi au détour des chemins, parce que là vous voyez, je vous ai beaucoup parlé de ma pratique de blogueuse, mais en fait c'est pas séparable d'une pratique de lecture. Hypothèse pour moi c'est une pratique de lecture autant qu'une pratique d'écriture, ça nourrit, ça fait des échos, donc voilà. Donc je voulais vous remercier d'avoir aidé à ouvrir les portes et puis les fenêtres. Et j'espère que la plateforme restera un de ces espaces de liberté et de sérendipité, parce que je crois que c'est quand même ce qui caractérise ce qu'on fait sur Hypothèse. Merci.